député et porte-parole du Parti socialiste. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Emmanuel Macron à La Réunion face à la grogne sociale. Il y a une semaine débrayage surprise à la SNCF. 5 décembre, la RATP qui appelle à un mouvement de grève illimité. L'hiver sera chaud, si on peut dire. La situation sociale est compliquée pour beaucoup de monde. Vous avez évoqué La Réunion, vous avez vu les conditions dans lesquelles se déroule le déplacement du président de la République après un mouvement des Gilets jaunes qui a débuté à La Réunion, qui a été très vif, avec des taux de pauvreté qui sont à 40%, avec un chômage qui a augmenté, et puis avec, et ça c'est quand même tout à fait singulier, un budget pour l'outre-mer qui est en baisse dans ce qui a été soumis aux parlementaires. Comment le PS se situe-t-il par rapport au mouvement du 5 décembre? Est-ce que vous êtes en soutien de l'appel à la grève illimitée à la RATP, par exemple, qui est moteur dans la journée? Nous, on s'est fixé une règle, c'est que quand l'appel est national et pluraliste, on peut le soutenir, ça dépend des causes. Là, c'est un mouvement qui est un mouvement des syndicats de la SNCF et de la RATP, mais qui pose un certain nombre de questions, qui sont des questions sérieuses sur la façon dont va se faire une réforme de retraite annoncée depuis des mois, mais dont on ne connaît en réalité ni les tenants ni les aboutissements. Plus le gouvernement avance, plus on a le sentiment que le brouillard s'épaissit, et avec elle, une forme d'inquiétude de la part des Français. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement, comme vous dites, avance en provoquant finalement un peu de brouillard autour de sa réforme? Mais parce que la réalité, c'est que c'est une réforme qui est extrêmement compliquée. Vous avez des situations qui sont extrêmement différentes, qu'il faut répondre à la question de la valeur du point, de son taux de conversion, de l'évolution du niveau des pensions dans le temps. Oui, mais vous avez des réponses, vous? Pour l'instant, nous n'avons que des questions. Et pourquoi, à votre avis, le gouvernement avance dans cette réforme en n'apportant pas les réponses qui sont attendues? Eh bien, parce que c'est une telle complexité que je ne suis pas certain que le gouvernement lui-même sache très bien comment il va s'y prendre. Comment il va prendre en compte la question de la pénibilité? Comment va-t-il prendre en compte, par exemple, s'agissant de la fonction publique, la situation des enseignants qui n'ont pas de prime? Il y a besoin de beaucoup de simulations pour savoir qui vont être les gagnants, il y en aura peut-être, qui vont être surtout les perdants. On a beaucoup de questions. Comment va évoluer le niveau général des pensions dans les années à venir? Le gouvernement a lancé cette réforme, elle a fait travailler 18 mois Jean-Paul Delevoye, elle l'a nommé au gouvernement, maintenant elle ouvre une concertation sans savoir où il va. Écoutez, d'abord dire une chose, c'est que cette réforme des retraites, elle n'a pas de nécessité sur le plan économique. Mais c'est un gouvernement qui aime bien la réforme pour la réforme. Est-ce à dire que le système actuel est juste? Non, pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les carrières pénibles. Oui, mais il n'y a pas besoin de transformer notre système pour améliorer cela. Et ça, c'est vrai de tous les régimes, qu'ils soient généraux ou spéciaux. Boris Vallaud, je vous posais la question, est-ce que l'hiver sera chaud? Il y a un certain nombre de fronts sociaux, on sent cette grogne sociale. Pourtant, les résultats économiques ne sont pas si mauvais. On va attendre les résultats du chômage qui vont tomber aujourd'hui à midi, mais ces derniers mois, il a plutôt baissé. La France est plutôt moteur de croissance. En Europe, l'OFCE annonce une hausse du pouvoir d'achat pour les Français l'an prochain d'un peu plus de 300 €. Et qu'est-ce qui ne va pas? Alors d'abord, il faut Pourquoi est-ce que par exemple, ce tableau-là, qui n'est pas si négatif, produit ou n'empêche pas cette grande sociale? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a évidemment une demande de mieux vivre qui tient au pouvoir d'achat, mais qui tient aussi à la qualité des services publics. Et les Français voient bien que de ce point de vue-là, il y a une régression et des inquiétudes. On parlera peut-être de l'hôpital tout à l'heure. Ils voient là encore leur trésorerie fermée. Et puis, il y a un sujet qui est celui de la justice et de la pauvreté. Vous avez aussi noté, à travers les chiffres de l'INSEE que vous évoquez, que depuis le début du quinquennat, la pauvreté s'est accrue, que les inégalités se sont grandies. Vous avez évoqué l'augmentation de pouvoir d'achat. Prenons le détail depuis 3 ans, puisque c'est le 3e budget qui est voté. Il y a en effet une redistribution du pouvoir d'achat, notamment à travers la baisse de l'impôt sur le revenu. Vous avez déjà 21 millions de foyers fiscaux qui ne sont pas assujettis. Alors il y a la suppression de la taxe d'habitation qui va vous avez 5 millions de foyers qui ne sont pas assujettis. Les plus pauvres des Français sont les grands oubliés. Je vous donne juste un exemple. Sur les 3 budgets, il sera rendu d'une certaine manière à ces 10% de Français les plus modestes 60 € par an, 5 € par mois. Pour les 0,1% de Français les plus riches, c'est 1 923 € par mois en moyenne, 23 000 € par an. Moi, je crois
que la justice et la façon de résoudre le malaise, c'est de se préoccuper d'abord de ceux qui sont dans la plus grande difficulté, qu'ils soient parmi les 10% de Français les plus modestes ou parmi les catégories... Le gouvernement a soigné, les classes moyennes qui avaient été, c'est vrai, assez malmenées par les gouvernements précédents. Madame Artichoux, il a surtout servi d'abord ceux qui n'en avaient pas besoin. Je vous ai dit ce qu'il en était de la redistribution de ce pouvoir d'achat. Et bien les gens n'en peuvent plus de cette injustice, et les services publics. Vraiment, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et c'est le patrimoine commun. Des décennies peut-être de sous-investissement. Eh bien, vous avez justement noté qu'il y avait depuis 2017, moins ces 2 dernières années, parce qu'il faut bien dire que la croissance se tasse, que la baisse du chômage se ralentit. Vous avez raison de dire que les efforts qui ont été consentis par les Français, qui ont été consentis par les assurés sociaux, eh bien, aujourd'hui, ils permettent de desserrer un certain nombre d'étaux, notamment à l'hôpital public. Et ça, c'est ce que nous demandons urgemment, parce que chacun le constate, chacun le voit. L'hôpital public, aujourd'hui, est dans une grande difficulté. On lui a demandé depuis 20 ans beaucoup d'efforts, notamment au personnel soignant. Eh bien, nous formulons la proposition qu'on augmente le budget de l'hôpital, que l'on permette une reprise de l'investissement qui est en retard de façon considérable. Vous avez présenté cette semaine en effet un plan d'urgence doté de 5 milliards d'euros. Vous avez beaucoup bataillé, vous êtes membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée, beaucoup bataillé cette semaine sur un sujet dont on a déjà parlé ici, c'est le fait qu'une partie du budget de la Sécu, pour faire simple, va servir à financer les mesures Gilets jaunes. En tout 17 milliards, 14 milliards sont financés par l'État, et puis il y en a 3 qui sont financés par le budget de la Sécu. Qu'est-ce qui vous choque, dans le fond? Que par exemple, les heures sup, qui sont défiscalisées, désocialisées, eh bien effectivement, ce soit payé par la sécurité sociale. Alors moi, je vous donne juste tout petit élément d'analyse. Vous êtes, j'imagine, comme tout le monde, avec un salaire net et un salaire brut. La différence entre le net et le brut, c'est les cotisations sociales. C'est du salaire différé. Pour votre retraite, si vous tombez au chômage, si vous êtes malade. Eh bien, quand vous désocialisez, quand vous ne compensez pas, en réalité, vous baissez le salaire brut. Ça veut dire quoi? Que là donc où on prétend que c'est une... On va baisser le salaire, entre guillemets, c'est-à-dire le budget de la santé en France? On va baisser le salaire brut de chacun d'entre nous à travers cette non-compensation, à proportion de la non-compensation. Ça veut dire que ce sont les Français eux-mêmes qui vont se payer, notamment les mesures Gilets jaunes. Ensuite, il y a un second sujet, Madame Artichoux, c'est l'autonomie du budget de la sécurité sociale. Les cotisations sociales viennent financer la sécurité sociale, la protection sociale plus largement. Eh bien, il y a des recettes et des dépenses. Et quand on entame les recettes, eh ben, il faut les compenser. C'est simple, ça permet de faire fonctionner le service public. Nous avons pris des décisions qui sont coûteuses, et comme nous ne les avons pas intégralement compensées, c'est Bruno Le Maire qui parle devant la représentation nationale, nous ne les avons pas intégralement compensées, ça se retrouve dans les déficits. Ça ne va pas entamer le budget de l'hôpital, par exemple. Ça fera plus de déficit. Mais... Ça peut faire aussi. Je ne dis pas que c'est satisfaisant, mais dans un équilibre plus global, si vous rajoutez 3 milliards d'euros en considérant le budget de la sécurité sociale, c'est de l'argent que vous pouvez redistribuer ailleurs, et notamment à l'hôpital. Dans l'équilibre global, évidemment, je ne suis pas idiot, je sais qu'il y a le budget de l'assurance maladie, etc., etc. Mais la réalité aujourd'hui, elle est celle-là, il manque de l'argent à la sécurité sociale, parce que la loi Veil de 1994 a été... abîmé par les décisions du gouvernement. Parce que la loi Veil obligeait effectivement l'État à compenser toutes les dépenses. Est-ce que vous pensez qu'il y a un scénario caché du gouvernement qui consisterait à finalement devoir faire des économies sur la santé à cause de ces 3 milliards qui ont été pris pour financer Madame Artichoux, ça n'est pas caché. Il est demandé plusieurs milliards d'euros d'économies sur la santé. Non, mais en plus, parce que là, le maire dit non, on va le mettre dans le déficit. Est-ce que vous pensez, vous, que non, dans 2-3 ans Vous savez, je ne prête pas d'intention cachée. Je regarde ce qu'il est effectivement inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et je vois que l'on demande encore des efforts, notamment à l'hôpital public, des centaines de millions d'euros d'économies. Ça veut dire que la charge de travail des personnels soignants, qui nous alertent en nous disant nous ne sommes plus capables d'assurer dans de bonnes conditions la prise en charge des patients, eh bien cette charge de travail, elle va encore augmenter. Je dis qu'on peut faire autrement. Je ne fais pas le procès de tel ou tel. Je dis que nous pouvons aujourd'hui faire autrement, notamment dégager des marges, notamment décalant de 2 ans le remboursement de la dette sociale, se dégager les moyens pour mieux rémunérer les soignants, pour pouvoir embaucher, réouvrir des lits en aval des urgences, là où c'est nécessaire, reprendre l'investissement et prendre en compte les conditions de travail des personnels. Mais Agnès Buzyn annonce, elle l'a dit il y a quelques jours à l'Assemblée,
Elle Oui, mais annonce un nouveau plan pour elle l'hôpital. annonce toujours un plan pour après le moment où on en discute. Là, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On parle du budget de l'hôpital. Eh ben, parlons de ces sujets maintenant. Ne les reportons pas. Et je veux dire, on peut plus faire moins. On peut plus faire mieux avec moins. Pourquoi elle ne le fait pas maintenant? Et parce que sans doute que le gouvernement s'y est pris un peu tardivement. Boris Vallaud, petite parenthèse, vous travaillez, vous bossez, vous les socialistes à l'Assemblée, on voit bien, vous présentez des plans, etc. Il y a des socialistes qui écrivent, qui ont une activité éditoriale assez nourrie, comme François Hollande par exemple. Il vient de faire un livre sur les institutions, vous avez dit, c'est intéressant. Bon, ben, est-ce que cette omniprésence politique de François Hollande est utile au PS? Mais je crois que toute prise de parole d'un socialiste est utile. Et celle de François Hollande, comme beaucoup d'autres. Après, moi, je sais bien ce qu'il peut animer les journalistes, comme tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire à raconter? Moi, cette omniprésence, elle suscite à chaque fois les mêmes questions. Voilà, il est là, et parce qu'il. Mais ce sont les vôtres, je veux dire, ce sont les vôtres. Et c'est pas la vôtre? Ce n'est pas la mienne. Non, mais est-ce que c'est votre souhait? Mais écoutez, ce n'est pas. Vous posez des questions. Moi, j'ai pas l'habitude de spéculer sur des spéculations. Donc, vous voyez. Vous pourriez dire oui, c'est lui. L'avenir, c'est lui. Eh ben, moi, je dis, j'ai une responsabilité comme parlementaire, comme l'ensemble de mes collègues, comme beaucoup de socialistes, de redresser la boutique. Et je crois que chacun y prend sa part. Elle se redresse, la boutique PS. Je crois qu'on y travaille. Je crois qu'on y travaille. La preuve, c'est que nous formulons des propositions. C'est Sisyphe en permanence. C'est le tonneau des Danaïdes. Je sais pas quelle image. Que ce soit compliqué. Non, mais moi, j'ai pas une nature à être déprimé ou dépressif ni résigné. Moi, je me bagarre et j'y vois de plus en plus la nécessité. Vous voyez, quand je vois ce qui se passe à La Réunion et que le budget de l'outre-mer baisse, je me dis qu'il y a un juste combat à mener. Quand je vois la situation de l'hôpital, je me dis qu'il y a un juste combat à mener. Quand vous voyez la politique d'Emmanuel Macron, la façon dont il gouverne, vous vous dites que vous avez un devoir de. Je pense qu'il est de salubrité politique, publique, qu'il y ait une alternative de gauche à une politique qui, en effet, de façon parfois impensée, en tout cas je l'espère, subreptice, finit par saper un certain nombre de compromis républicains qui ont été patiemment acquis. Comme celui, par exemple, de l'équilibre des comptes sociaux et du respect... Comme celui de l'autonomie de la sécurité sociale, comme celui du statut de la fonction publique, comme celui, par exemple, on ne privatise pas Aéroports de Paris parce que c'est une entreprise d'intérêt national. Un pôle de gauche a vu le jour au sein de la majorité présidentielle. Il y a eu une tribune de 75, je crois, anciens socialistes élus de gauche dans le journal du dimanche pour porter une voix sociale, justement, une voix sociale républicaine. Vous comprenez l'objectif? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette voix, je ne l'entends pas s'exprimer là dans la majorité. Dans les débats parlementaires que nous avons. Je ne l'ai pas entendu se prononcer sur la compensation, sur l'augmentation des moyens de l'hôpital. Vous comprenez l'objectif de cette opération? Non, écoutez, vous savez, je vais vous dire, j'ai lu comme tout le monde. Ouais. Je me suis dit que c'est quand même des anciens camarades du Parti socialiste. Ils sont décevants. Moi, je le dis sincèrement. Est-ce que c'est un acte de courage finalement de se dire on va peser dans un gouvernement de droite, mais enfin on va quand même continuer de soutenir un gouvernement de droite. Bon, ils sont ce que M. Besson était à Nicolas Sarkozy, ils le sont à Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça ne changera rien à la politique telle qu'elle s'est engagée depuis 2 ans et demi. Donc c'est pas une tentative de rééquilibrage à gauche? Écoutez, la meilleure façon de rééquilibrer le débat politique à gauche, c'est de s'engager à gauche. Et donc au PS? Et donc au Parti socialiste et dans d'autres partis de gauche qui auront à faire ensemble dans les années à venir. Vous parliez de la République, la défense des valeurs républicaines. Hier soir, Emmanuel Macron, à La Réunion, a répondu à la polémique sur le voile en disant ceci, ce n'est pas mon affaire. On l'écoute. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. C'est ça la laïcité. Est-ce que le président de la République a clarifié sa position sur cette polémique? Pour partie, son expression, elle vient après celle du Premier ministre, qui était extrêmement claire, qui a rappelé la loi, rien que la loi, toute la loi. Je pense que le président de la République vient de fermer le banc. J'espère que son ministre de l'Éducation nationale, par exemple, l'entendra. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas être porte-parole d'Emmanuel Macron, ça vous le. Non, mais vous avez un point d'accord. C'est assez rare de le souligner. Mais il y a des républicains quand ils se parlent, qui ont des points d'accord. Heureusement, mais quand il y a des gens qui ébranlent les compromis républicains, ils finissent par avoir des désaccords. Et ça, c'est Jean-Michel Blanquer qui, pour vous, a mis le why, comme on dit très familièrement, dans cette... Le why.
dans cette affaire qui est une affaire effectivement grave. Juste, il faut quand même un discours un peu plus solennel du président sur ces questions de laïcité et de lutte contre le communautarisme. Oui, je le crois, bien sûr, c'est nécessaire. C'est ce qu'on attend de lui maintenant depuis des mois et des mois. Mais enfin, on n'est pas sûr. Trop. Oui. Avec Emmanuel Macron, vous êtes trop patient. Thierry Breton, choisi justement par le président, ancien ministre chiracien, chef d'entreprise publique, d'entreprise privée. Que pensez-vous de ce choix ? Bon, d'abord, une première considération. C'est dommage qu'on propose une candidature d'un homme pour suppléer à la défaillance d'une candidate femme. J'aurais préféré que ce soit une femme pour des raisons évidentes de parité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Thierry Breton, moi j'ai eu l'occasion de le croiser, c'est un grand capitaine d'industrie. On peut discuter un certain nombre de ses choix stratégiques, et c'est mon cas. Il a fait d'Atos une grande entreprise, un leader mondial des supercalculateurs. De ce point de vue-là, il a des qualités. Mais il a aussi, j'allais dire, les désavantages ou les inconvénients de ses qualités. C'est qu'en effet, compte tenu du portefeuille qui est celui offert à la France, il y a des possibilités de conflits d'intérêts importants. J'évoquais la question du supercalculateur. Il y a un programme européen qui est en construction auquel Atos est partie prenante, avec évidemment, étant le leader, une place éminente. Donc il y a un double risque. Il y a celui qu'il y ait en effet des conflits d'intérêts. Et là, je fais confiance au Parlement européen qu'il faut respecter dans ses prérogatives, ce qui n'a pas toujours été le cas au moment de l'épisode de Mme Goulard, qui doit être respecté dans ses prérogatives et qui doit dire s'il y a conflit d'intérêt ou pas. Et puis le second risque, c'est que s'il y en a, eh bien, le portefeuille français soit réduit à peau de chagrin. Encore deux questions de nature très différente. D'abord, Sylviane Agacinski, philosophe, devait tenir hier soir à l'université de Bordeaux une conférence sur la reproduction. On sait qu'elle est anti-GPA. L'université a dû au dernier moment annuler sa conférence, compte tenu des violences et des menaces qui pesaient au moment de la tenue de cette conférence. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Le débat sur des questions, par exemple, éthiques... On est chez les dingues. On est chez les dingues. On n'aurait pas le droit de débattre, et y compris de dire ces désaccords. Mais je veux dire, s'il y a des opposants en position de Mme Agacinski, d'ailleurs, je ne suis pas aligné pour ce qui me concerne, sur toutes les positions de Mme Agacinski, eh bien, aller au débat. Mais la menace, l'invective, ce n'est pas des méthodes. En tout cas, ce n'est pas les méthodes qui valent en démocratie et en République. Donc moi, je les condamne fermement et j'espère que Mme Agacinski aura l'occasion de dire ce qu'elle veut dire et qu'elle aura des contradicteurs il doit y en avoir. Mais on ne met pas de bâillon sur la bouche. Voilà. Marc Fesneau, dans une émission sur LCP, le ministre du Parlement parlait d'une zadisation de la France. C'est-à-dire que finalement, personne n'est plus d'accord avec personne. Et chacun est dans sa position et conteste la parole de l'autre. C'est ça ce qui se passe ? Quand on parle de fracturation, c'est aussi ça ? On a, en tout cas moi c'est ce que je ressens comme parlementaire, on a une carence dans les lieux de débat véritablement démocratiques. Le Parlement, par exemple ? Oui, je crois qu'on a une forme d'avilissement du débat qui est lié à une 5e République qui est à bout de souffle, de mon point de vue. Un Parlement qui est un petit Parlement dans une grande démocratie. Je compare notre Parlement au Parlement britannique, au Parlement allemand. On a des corps intermédiaires qui, ces 2 dernières années en tout cas, ont été assez largement écartés, contournés. Il y avait également dans la parole présidentielle, dès le congrès de Versailles, l'idée que, au fond, tout désaccord, toute opposition était une forme de refus de regarder la réalité en face. Eh bien, c'est cette vitalité démocratique qu'il faut retrouver, et notamment à travers une réforme institutionnelle qui pose la question de la place du Parlement. Tout ne peut pas tourner autour du président de la République, duquel tout procéderait sans forme de contradiction. Il faut qu'il y ait des lieux de débat locaux, et il faut qu'il y ait une place du citoyen comme, j'allais dire, acteur actif et permanent du débat démocratique. Merci Boris Vallaud. Merci à vous. L'homme qui essaye de remonter la boutique du PS depuis le Parlement. À vous Pascal.